Il y a quelques jours, j'ai présenté cette conférence d'environ 1 heure sur la superintelligence à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne sur l'invitation de Lé, et la conférence était retransmise en live sur sa chaîne Science for All. Je dois vous avouer que ça faisait longtemps que je n'avais pas atteint un tel niveau de stress. Là, tel que vous me voyez, je suis totalement terrifié à la fois par l'idée d'être en live sur YouTube et surtout d'être face à un amphi de 150 personnes, dont potentiellement des universitaires bien plus calés que moi, et peut-être complètement hostiles aux idées de Nick Bostrom dont j'allais essayer de parler avec prudence. Je précise d'ailleurs dès maintenant que cette conférence n'aborde pas le sujet de façon très poussée. Il faut plutôt la voir comme une introduction que j'espère mesurée et raisonnable aux idées et aux enjeux de la superintelligence. Alors en fait, tout s'est plutôt très bien passé, mais effectivement, il y a quelques inévitables moments de flottement, d'hésitation, de bafouillage, sans parler d'aléas techniques, et je me suis aussi rendu coupable de quelques oublis ou passages trop rapides, et du coup, ce replay que je poste ici est davantage qu'un simple replay, c'est en fait un montage légèrement resserré, et surtout que j'ai complété sur les quelques points qui, après coup, m'ont semblé mériter un plus ample développement. Si vous avez déjà vu la conf et que vous voulez juste écouter ces ajouts, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo les timecodes qui leur correspondent, et si vous voulez regarder la conférence dans sa version originale, elle est disponible en replay sur la chaîne Science for All. Tout ceci étant dit, je vais laisser la parole à Lé. Ok, bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence organisée par l'EPFL et la faculté d'informatique de l'EPFL. Donc ça me fait, c'est un grand plaisir pour moi que de pouvoir accueillir ici Thibaut Giraud. Donc vous connaissez peut-être sous le nom de Monsieur Phi. Donc Thibaut a eu sa thèse de l'EHESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales en philosophie. Donc c'est un vrai PhD, pas comme les scientifiques qui ne sont pas vraiment PhD. Et puis depuis, il a lancé sa chaîne YouTube qui marche vraiment du tonnerre, où il aborde plein de sujets qui sont fascinants en philosophie, vraiment très intéressants. Et aujourd'hui, il va nous parler de superintelligence et plus précisément de comment penser intelligemment une superintelligence. Okay. À toi la parole. Bon merci Lé pour l'invitation, ça me fait très plaisir, et merci aux organisateurs, à l'EPFL. Merci à je ne sais qui a fait ce visuel qui est très joli. Je pense que c'est ma plus belle slide, parce qu'après c'est moi qui fais le reste. Et je me rends compte en regardant cette slide que la notion de superintelligence et le titre de cette conférence risque de créer un peu de fausses attentes. Donc pour commencer, je voulais juste préciser un point, c'est que je vais parler de superintelligence, mais je ne vais pas parler seulement d'intelligence artificielle en fait. Pendant à peu près une moitié, je vais parler d'intelligence en général et de superintelligence, mais vraiment de façon assez générale, voilà, qu'elle soit artificielle ou non, et même je vais soutenir que dans une certaine mesure, la superintelligence elle est déjà là et elle n'est pas spécialement artificielle, enfin voilà, je reviendrai là-dessus. Donc voilà, si je ne veux pas parler trop d'intelligence artificielle, c'est parce que j'ai le sentiment, lorsqu'on parle de superintelligence et qu'on lit ça à l'intelligence artificielle, assez vite on se retrouve à parler de trucs qui semblent un petit peu fous et catastrophistes. Et j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un de fou et catastrophiste, pour des raisons évidentes, parce que c'est pas flatteur. Et bon, je vais quand même en parler, hein, ne vous inquiétez pas, à un moment donné il y aura des machines et tout ça, et des scénarios apocalyptiques, mais pas tout de suite, on va essayer d'y aller doucement. Je vais commencer par quelque chose de tout à fait léger et un petit peu annexe. Voilà, c'est une slide surprenante. Donc, que fait Christophe Lambert et Gary Oldman sur ma première slide, on pourrait se demander. Je voulais aborder la question qui m'intéresse sous un angle un petit peu détourné, à travers des problématiques qui se posent pour les écrivains d'œuvres de fiction. Alors si vous avez reconnu d'où sortent ces deux images, vous voyez peut-être d'où je veux en venir. En fait, la première image, là, Christophe Lambert, c'est Christophe Lambert dans le rôle de Connor, je crois qu'il s'appelle, dans Highlander. Et la deuxième image, c'est Gary Oldman dans le rôle de Dracula de Coppola, adapté de Bram Stoker. Et voilà, ces deux personnages, ils ont quelque chose en commun, bien d'autres dans la littérature, hein, c'est très fréquent, c'est qu'ils sont immortels, et surtout, en fait, là, en l'occurrence, lorsqu'on les voit là, à cette époque-là, ils ont vécu quelque chose comme 5 siècles ou plus, enfin, je ne sais plus exactement, enfin, en tout cas, voilà, ils ont vécu longtemps, mais vraiment très longtemps, bien plus longtemps que n'importe quel être humain a jamais vécu. Voilà, nous on connaît des gens qui ont vécu peut-être 100 ans et encore avec un cerveau qui tend à se dégrader finalement assez vite. Eux, ils auraient vécu quelque chose comme 5 siècles avec un cerveau de jeunes de 20 ans, si vous voulez. Et la question qui se pose pour un écrivain qui voudrait écrire des personnages qui ont vécu 5 siècles et les faire agir, les faire parler et les faire voilà, avoir un comportement, eh bien c'est de savoir qu'est-ce qui passerait dans la tête de quelqu'un qui a vécu aussi longtemps.
Et c'est une question en fait extraordinairement difficile quelque part. C'est une question, si on la prend au sérieux, essayez vraiment d'imaginer qu'est-ce qui se passe dans la tête, comment parlerait, comment penserait, comment quelqu'un qui a vécu 5 siècles analyserait une situation et réagirait. C'est extraordinairement difficile. Une autre façon d'essayer de se rendre compte à quel point c'est difficile, c'est de renverser la perspective, de se dire, je vais essayer d'imaginer une situation symétrique. Donc dans cette situation, pour parler de ce problème-là, ça serait imaginer une situation où un enfant de 7-8 ans essaierait d'écrire une histoire à propos d'un personnage qui aurait vécu plusieurs décennies, qui aurait vécu 50, 60 ans. Alors vous me direz, c'est peut-être pas fou. Oui, avec ceci de particulier, que ce serait un enfant de 7-8 ans qui n'aurait jamais, qui vivrait dans une communauté d'enfants, en fait, qui n'aurait jamais rencontré d'adultes, qui aurait vécu juste entre enfants. Vous pouvez imaginer, ce serait une sorte de tribu d'enfants qui auraient le même genre de cerveau que nous, mais simplement physiologiquement serait un peu différent, genre se développerait beaucoup plus vite et mourrait vers l'âge de 10-11 ans maximum. Donc vous imaginez un enfant à 7-8 ans qui serait d'imaginer ce que serait la société d'hommes qui vivraient plusieurs décennies. Ça leur paraîtrait un peu fou parce qu'on ne vit pas plusieurs décennies pour eux. On sent bien qu'il pourrait essayer de raconter une histoire autour de tout ça, mais quelque part ce serait un peu à côté de la plaque ce qu'il raconterait à propos de ces êtres humains. On sent bien déjà qu'il n'écrirait pas très bien. Voilà. Et que voilà, ce qu'il écrirait surtout au sujet d'adultes de 50-60 ans, ce serait absolument ridicule. Et finalement, quand Bram Stoker essaye d'écrire Dracula, il est dans la même situation. Il essaye d'écrire les pensées et le comportement d'un être qui aurait vécu comme ça, qui aurait traversé plusieurs siècles. Et quand on lit Bram Stoker, et de façon générale, quand on lit dans la science-fiction, dans le fantastique, des personnages qui ont ce genre de caractéristiques-là, et c'est assez fréquent, c'est toujours un peu raté, c'est toujours un peu mauvais, et c'est normal parce qu'en fait, ça ne peut pas être bon, tout simplement parce que pour savoir exactement qu'est-ce qui se passerait dans la tête de quelqu'un qui aurait vécu 5 siècles, il faudrait avoir vécu 5 siècles, ou au moins connaître des gens qui auraient vécu 5 siècles, et simplement, on n'en sait rien, quoi. Je ne suis pas en train de dire que Bram Stoker est un mauvais auteur, c'est inévitable, ça fait partie d'une limitation. Alors je résume ça en disant, par cette formule, en disant qu'un personnage de fiction n'est jamais beaucoup plus intelligent que son auteur. Quelque part, c'est évident, un personnage de fiction ne peut pas être beaucoup plus intelligent que son auteur parce que pour écrire vraiment un personnage de fiction extraordinairement intelligent, il faut être un auteur extraordinairement intelligent. Donc voilà, les très bons auteurs arrivent à faire des personnages de fiction très intelligents parce qu'ils sont très intelligents. Les auteurs d'une intelligence médiocre font en général des personnages, même quand ils veulent faire des grands méchants qui sont très intelligents, en général ils sont en fait un peu bêtes, leurs grands méchants, parce que voilà, l'intelligence en général d'un personnage ressemble à l'intelligence de son auteur. On peut éventuellement faire un peu mieux, un peu moins, mais pas beaucoup plus. Alors, ça paraît être un long détour, mais je vais parler beaucoup de choses qui font écho à ça, c'est-à-dire comment réussir à décrire, à analyser une intelligence qui serait très supérieure à la nôtre. Ça semble poser un problème radical qui est qu'on essaye de le faire avec notre intelligence, et notre intelligence limite fondamentalement notre capacité à décrire des intelligences. Bon voilà, c'était un petit détour par la fiction que je trouve toujours amusant. Voilà, si vous aimez la science-fiction, vous y repenserez à ce principe-là qui me paraît généralement vrai, qu'un personnage de fiction ne peut jamais être beaucoup plus intelligent que son auteur. Puis on s'en servira parce que dans la super-intelligence, il y a beaucoup d'éléments de fiction, justement, qui sont un peu inséparables de la réflexion sur la super-intelligence, justement. Maintenant, allez, passons aux choses sérieuses. On va parler un petit peu de l'intelligence. On va essayer de préciser un peu le sens de cette notion. Alors, première chose, je suis conscient du fait que c'est extrêmement difficile à définir. Et je ne vais pas essayer de donner vraiment une définition avec laquelle tout le monde sera d'accord, c'est pas possible. Mais même si c'est très difficile à définir, on en a une compréhension intuitive, déjà. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est si difficile à définir, c'est qu'on en a une compréhension intuitive, et donc à chaque fois qu'on donne une définition, elle peut toujours se heurter à cette compréhension intuitive qu'on en a, si vous voulez. C'est comme si on faisait face à un nuage dont les bords ne sont pas très nets, et définir quelque chose comme l'intelligence, ce serait tracer une limite de ce nuage, et forcément, et en plus tracer une limite qui serait faite en quelques points, genre assez simple, et forcément le nuage il y a des bords un peu flous, et quand on essaie de tracer cette limite, on a toujours l'impression que c'est pas tout à fait satisfaisant, c'est pas toujours bien où ça passe, et puis surtout si vous demandez à deux personnes différentes, elles ne traceront pas la même forme au même nuage. Pourtant on voit bien le même nuage, mais voilà, l'ambiguïté des bords, voilà, des bords de l'intuition, fait que tout le monde ne tracera pas la même limite. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler d'intelligence, parce que tout de même, il y a des traits communs sur lesquels on peut s'accorder. Il y a quand même des points qui font à peu près consensus, et donc je vais essayer de m'appuyer avant tout sur ces points-là. Donc quelques points consensuels. Le premier sur lequel je vais m'appuyer, c'est cette idée que
Je vais vraiment aborder l'intelligence sous l'angle de la résolution de problèmes ou le fait de se fixer un objectif et d'arriver à atteindre cet objectif. Voilà, je ne suis pas en train de dire que ça se réduit à ça, mais je dis que c'est lié à ça en tout cas. Voilà. Être intelligent, on pourrait dire c'est une capacité, en tout cas c'est lié à la capacité à atteindre divers objectifs, ou à résoudre divers problèmes, à accomplir diverses tâches. Et c'est important cette idée de diversité là-dedans. Ce n'est pas une tâche particulière, mais c'est une diversité de tâches, une diversité d'objectifs. Et ça m'amène au deuxième point qui est que l'intelligence est susceptible de degrés multiples. Et bon, ça paraît assez évident, mais c'est important concernant le sujet qui est la superintelligence, puisque justement, ça serait une intelligence de degré très supérieur. Mais c'est susceptible de degrés multiples, mais pas seulement sur un seul axe. On a bien l'idée, justement, parce que ça c'est lié à une capacité à atteindre divers objectifs, à résoudre divers problèmes, que c'est pas tout à fait pertinent de l'évaluer seulement sur un seul axe. Et pour bien souligner cet aspect-là, c'est important de distinguer l'intelligence d'une notion qui serait voisine, qui serait l'expertise. L'expertise, qui est une notion voisine, mais vraiment importante à distinguer, elle a ceci de particulier qu'elle est toujours restreinte à un domaine bien précis. Voilà. Tandis que l'intelligence, on aurait cette idée que c'est plus général. Alors l'expertise aussi, elle serait susceptible de degrés, mais pour le coup, ce serait plus pertinent de penser que l'expertise, elle s'évalue sur un seul axe. Si vous prenez, je sais pas, l'expertise pour jouer aux échecs, ça aurait un sens de classer effectivement tous les joueurs d'échecs du plus mauvais au meilleur, pour ainsi dire. Du coup, une idée pour établir le lien entre intelligence et expertise, on sent bien qu'il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que si j'acquiers une expertise dans un domaine, on peut dire que je deviens plus intelligent. Donc d'une certaine façon, on sent bien qu'il y aurait un lien entre les deux. On pourrait se dire dans un premier temps que ce serait quelque chose comme une sorte de méga expertise, genre avoir de l'expertise dans plein de domaines différents, extrêmement différents. Voilà. Donc l'intelligence, ce serait lié à un ensemble d'expertises dans un grand nombre de domaines. Et pourquoi pas, mais il y aurait un deuxième élément qui me paraîtrait en fait plus important que celui-ci, qui serait l'idée d'une capacité à acquérir rapidement de l'expertise dans un grand nombre de domaines. Je m'interromps ici pour faire deux remarques. La première, c'est que ce que je dis ici sur les liens entre intelligence et expertise m'a été fortement inspiré par Mathieu Vergne, ingénieur et docteur en informatique, qui m'a contacté avant la conférence et qui a partagé beaucoup de ses réflexions sur le sujet, lesquelles m'ont bien aidé et je l'en remercie. Par ailleurs, pour illustrer ces deux aspects de l'intelligence, à la fois somme d'expertise et capacité à acquérir et développer rapidement des expertises, j'avais l'idée, mais j'ai totalement oublié de le faire à ce moment-là, de comparer ce qu'on pourrait appeler l'intelligence d'un programme comme Stockfish, qui est l'un des meilleurs programmes d'échecs classiques, et l'intelligence d'un programme comme AlphaZero. Pour ceux qui l'ignoreraient, AlphaZero est une version améliorée et généraliste du programme AlphaGo, qui a été la première intelligence artificielle à battre les plus grands champions humains au jeu de Go. Ce type de programme a ceci de particulier qu'il doit en un certain sens apprendre à jouer avant de devenir bon. Dans le cas d'AlphaZero, le programme ne connaît au départ que les règles du jeu et il s'améliore uniquement en jouant un grand nombre de parties contre lui-même. Ainsi, fin 2017, AlphaZero, après seulement 9 heures d'apprentissage, ne connaissant que les règles du jeu d'échecs au départ, est devenu capable de battre à plate couture Stockfish, le meilleur programme expert au jeu d'échecs que l'on connaissait jusque-là. Alors s'il y a un sens à comparer l'intelligence de ces deux programmes, il est clair que celle d'AlphaZero est supérieure à celle de Stockfish. Mais il est intéressant de se demander pourquoi. La moins intéressante des justifications serait de dire simplement parce que AlphaZero bat Stockfish aux échecs. Ça en fait c'est comparer seulement deux expertises. Il est plus intéressant de souligner ce deuxième point que c'est parce que, au contraire de Stockfish qui en dehors des échecs n'a pas la moindre forme d'intelligence, AlphaZero n'est pas seulement bon aux échecs, il est aussi bon à d'autres jeux de plateau comme le shogi et le go, il est multi-expert. Enfin, il y a un dernier point auquel il est intéressant de réfléchir. Quand on compare Stockfish à AlphaZero, on pense généralement à la version entraînée d'AlphaZero, celle qui a développé son expertise en jouant contre elle-même un certain temps. Mais qu'en est-il d'AlphaZero au moment 0, c'est-à-dire avant tout son apprentissage? Peut-on dire qu'il est déjà plus intelligent qu'un programme comme Stockfish? En un certain sens, j'ai l'impression qu'on a très envie de dire oui. Pourtant, à ce moment-là, AlphaZero a 0 expertise. Il se ferait battre par Stockfish et même par un mauvais joueur humain. Mais AlphaZero a la capacité à développer cette expertise très rapidement. Et c'est cela l'aspect le plus important de l'intelligence d'AlphaZero. Plus que la somme des expertises, ce qui est important, c'est la capacité à les acquérir. Voilà ce que j'avais envie d'ajouter sur ce sujet. Ces petites remarques étant faites, je rends la parole à mon moi du passé. Bien, alors ensuite, j'ose pas passer à la prochaine slide parce que je la trouve assez moche, j'ai fait ce que j'ai pu. Je voulais avoir des sortes de représentations visuelles, c'était pour introduire la superintelligence, de le faire de façon un peu visuelle. Et donc, voilà ce que ça donnait. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est, pour le premier, l'intelligence humaine.
en fait, imaginez que chaque direction du plan par rapport au point central correspond à une certaine tâche que l'être humain est capable de réaliser. Et disons que l'ensemble des directions par rapport à ce point-là fait le tour de toutes les tâches que l'être humain est capable de réaliser, ou disons que des objectifs qu'un être humain est capable de réaliser. Donc je ne sais pas, par exemple, on pourrait dire que l'axe horizontal, donc dans ce sens-là, ça serait la tâche qui serait jouer aux échecs, par exemple. Et admettons que cette longueur-là, donc c'est pour ça que ça forme un cercle, on va dire c'est une sorte d'étalon, donc cette longueur-là correspond à l'efficacité dans la réalisation de cette tâche. Voilà, ça correspond à l'efficacité typiquement humaine dans la réalisation de cette tâche-là. Donc voilà, finalement, ce serait une façon de représenter l'intelligence humaine. Disons que l'avantage, ce serait une sorte d'étalon, et à partir de ça, vous pouvez réfléchir à comment est-ce qu'on représenterait d'autres formes d'intelligence que l'intelligence humaine. Et par exemple, en dessous, là, j'ai représenté ce qui serait une super expertise, ce serait par exemple quelque chose comme le logiciel Stockfish, qui est capable de jouer aux échecs très 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 bien. Donc l'idée, c'est que lui, dans ce sens-là, ce trait est beaucoup plus long pour représenter l'idée qu'il est beaucoup plus efficace dans la réalisation de cette tâche-là en particulier. Par contre, il n'y a rien dans toutes les autres directions, il n'y a rien du tout, parce qu'en fait, Stockfish, il est très très bon pour jouer aux échecs, mais il est un peu monomaniaque, il ne sait faire que ça. Tu vois, par exemple, AlphaZero, qui est un peu plus doué pour apprendre différents jeux, on sent bien que il devrait être un peu plus, ça devrait être un peu plus large que ce simple trait qui pourrait représenter Stockfish, mais ça serait quelque chose comme un micro-arc de cercle, vraiment. Ok, il est un peu plus doué, effectivement, il a pu apprendre à jouer au shogi, au go, aux échecs, mais bon, ça reste quand même relativement axé jeu de plateau. Hein. Et dans tous les cas, effectivement, ça dépasse les capacités humaines. On pourrait se poser la question de savoir comment est-ce qu'on représenterait l'intelligence, je ne sais pas, d'un singe, par exemple. Alors, je ne dis pas très précisément, de toute façon, il n'y a rien de précis dans ces trucs-là, mais disons, intuitivement, on aurait l'impression que ce serait quelque chose comme un cercle plus petit, en tout cas, une forme plus petite, dont l'aire serait plus petite que celle-ci. Et du coup, voilà, cette représentation visuelle permet facilement d'essayer d'imaginer ce que serait une super intelligence. Du coup, ce serait quoi une super intelligence? Ce serait finalement avoir quelque chose qui aurait une super expertise, donc quelque chose aussi long que ça, mais pas dans une seule direction, mais dans toutes les directions. Ça donnerait quelque chose comme ça. J'ai changé d'échelle au passage, parce que je trouvais ça pas assez impressionnant. Mais voilà, ça serait ça. Donc, voilà, l'idée, l'intelligence humaine, elle serait comme ça. Et puis la super intelligence, ça serait ce grand cercle. C'est ça l'idée. Alors ça correspond effectivement à ce que dit Nick Bostrom dans Super Intelligence. Il dit, une super intelligence, c'est n'importe quel intellect qui excède de très loin les performances cognitives des humains et dans virtuellement tous les domaines. Donc, notez que ce qui est intéressant avec cette façon-là de présenter la superintelligence, c'est quelque part, je ne fais pas vraiment référence directement à l'intelligence, en fait. D'ailleurs, dans cette définition-là, Nick Bostrom non plus. Et c'est pas un mal, parce que vraiment, l'intelligence, c'est une notion qui est un peu trop floue. Donc, là, parce que finalement, là, sur mon schéma, il est question que de tâches. Voilà, chaque direction correspond à une tâche, intuitivement, et juste, ensuite, la longueur correspond à l'efficacité, voilà, je sais pas, une sorte d'évaluation de la performance dans cette tâche-là. Et c'est tout. Et tout ce que je suis en train de dire, ce serait d'imaginer quelque chose qui, si on essaie d'évaluer ses performances dans l'ensemble des tâches que l'être humain est capable de réaliser, eh bien, ça donnerait quelque chose dans ce goût-là. Donc c'est pour ça que ce genre de représentation est bien meilleur qu'une représentation comme on fait souvent. Imaginez un axe sur lequel il y aurait toutes les intelligences, mais il y aurait le degré 0, et puis après il y aurait la fourmi, après je sais pas, il y aurait l'intelligence de la belette, puis l'intelligence du chimpanzé, puis l'intelligence de l'homme, et puis bien plus loin il y aurait l'intelligence de la super-intelligence. Et voilà, c'est une représentation unidimensionnelle qui, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, me semble incorrecte. Donc ça me semble préférable, effectivement, une représentation de cet ordre-là. Après, il y a quelque chose qui me gêne, en fait, dans cette représentation de la superintelligence aussi. Et ça focalise quand même énormément l'attention sur les tâches dans lesquelles l'être humain est capable de faire quelque chose, tout simplement. Voilà, on est capable d'évaluer la performance humaine, et c'est en comparaison de cette performance humaine qu'on va dire que c'est une superintelligence, parce que ça dépasse la performance humaine dans tous les domaines. Mais il y a des tas de domaines dans lesquels ça n'a même pas de sens parler de performance humaine, en fait. Il faut bien comprendre que là, quand je parle de ce petit cercle-là, des directions qui sont par rapport à ce point-là, je parle de tâches qu'un être humain est capable d'effectuer. Mais un être humain seul.
je ne sais pas si si on pourrait mettre quelque part quelque chose comme envoyer quelqu'un sur la Lune dans cette représentation-là. Parce que si vous y réfléchissez bien, voilà, est-ce qu'on peut évaluer la performance de quelqu'un? Là, ici, je peux évaluer les performances des individus dans la tâche jouer aux échecs. Voilà, il y en a qui sont bons, d'autres qui sont mauvais, plus ou moins bons. La tâche envoyer quelqu'un sur la Lune. Qui est bon dans cette tâche-là? Qui est mauvais? Est-ce qu'il y a vraiment des différences de degré? On a bien le sentiment que non, dans un certain sens, on est tous aussi nuls dans cette tâche-là. Neil Armstrong compris. Neil Armstrong n'est pas meilleur qu'un autre, et je ne sais pas, et tel ingénieur qui travaille à la NASA n'est pas meilleur qu'un autre dans cette tâche-là, en réalité. Tout le monde est aussi nul que... Voilà, tout le monde est nul à cette tâche-là. Donc, quelque part, ça n'aurait pas trop de sens de la représenter sur ce... Voilà, là, on imagine plutôt des tâches du type, je sais pas, jouer aux échecs, jouer au Go, distinguer les chats des chiens, je sais pas, marcher 40 km, enfin, voilà, des trucs humains, qu'un être humain est vraiment capable de faire plus ou moins bien. Mais aller sur la Lune, ça fait pas partie des tâches qu'un être humain est capable d'accomplir. Et du coup, mais ça fait partie des tâches qu'un être humain est capable d'envisager, de concevoir. C'est un objectif que l'être humain peut concevoir. Voilà, d'ailleurs, peut-être depuis très longtemps. Peut-être un chasseur-cueilleur, si on croisait un chasseur-cueilleur il y a 100 000 ans, on pourrait lui expliquer tiens, tu sais, dans 100 000 ans, il y aura des gens qui marcheront sur la Lune, et ça aura un sens pour lui, quoi. Il pourra quand même comprendre ça. Et je trouvais intéressant visuellement de montrer qu'une superintelligence pourrait aussi donc, dépasser l'être humain, enfin, ça n'a pas sens de dire dépasser, mais être capable de réaliser des tâches dans lesquelles l'être humain... Il est juste capable de la concevoir, la tâche, mais pas du tout d'être performant en aucun sens que ce soit dans la réalisation de cette tâche-là. Donc du coup, ça serait quelque chose comme... Une idée, ce serait de le représenter du coup en ajoutant une dimension. On pourrait dire, voilà, là, maintenant, dans cette représentation-là, imaginez que chaque direction de l'espace correspond à un objectif que l'être humain peut exprimer, peut concevoir, et pas nécessairement réaliser, en fait, dans la plupart des cas, et qu'il ne peut pas réaliser. Et juste dans ce plan-là, il y aurait les tâches que l'être humain est capable de concevoir et de réaliser. Et voilà. Et donc, une superintelligence pourrait potentiellement être voilà, quelque chose dans ce goût-là, c'est-à-dire qui dépasse l'être humain, pas seulement là où l'être humain est évaluable, pour ainsi dire, mais dans des tas d'autres tâches. On pourrait même envisager une superintelligence qui en fait ne dépasserait pas l'être humain là où l'être humain est évaluable, mais le dépasserait, donc voilà, quelque chose qui serait comme cylindrique si vous voulez. Ce serait quand même peut-être une superintelligence. Et dernier point encore, si vous parliez à un chasseur-cueilleur d'il y a 100 000 ans, effectivement, il pourrait être très impressionné du fait que, ou en tout cas étonné de cette idée que l'objectif aller sur la Lune ait pu être réalisé. Sans doute, ce ne serait pas une idée très précise de la difficulté de la tâche, mais il pourrait la représenter. Par contre, si vous lui dites, on a détecté des ondes gravitationnelles, là, c'est l'objectif même qu'on est en train de lui figurer, pourtant c'est admirable, mais ça ne lui dirait rien, pour ainsi dire. Et j'aurais envie de rajouter, du coup, quelque chose qui n'est pas visualisable, mais qui serait l'ensemble des objectifs, l'ensemble des tâches, l'ensemble des problèmes qu'on n'est juste pas capable d'envisager, de concevoir, tout simplement. Et il y en aurait probablement beaucoup. Je ne peux pas vous donner d'exemples. Enfin, je peux vous donner des exemples a posteriori. C'est-à-dire, typiquement, je peux vous dire, pour un chasseur-cueilleur, le problème qui consiste à essayer de détecter des ondes gravitationnelles, il n'est pas concevable. Le problème qui consiste à essayer d'aller sur la Lune, il est concevable, mais détecter des ondes gravitationnelles, il n'est pas concevable. Et pourtant, voilà, ça pourrait être aussi un des espaces dans lequel une superintelligence pourrait être plus intelligente que nous. Donc, du coup, il faudrait la représenter dans un espace de dimension supplémentaire, mais je ne vais pas vous le montrer. Et précisément, c'est un petit peu ça l'idée, ce serait de vous dire, voilà, ça, ce serait la partie visible de la superintelligence, puis il faudrait imaginer qu'il y aurait peut-être aussi des dimensions cachées. Alors, c'est très abstrait tout ça, parce que je ne parle pas encore de superintelligence de façon... voilà, de façon précise. Alors justement, je vais essayer de mettre un petit peu de concret là-dedans, et on va revenir sur cet exemple de la Lune, parce que je trouve ça très intéressant. Et peut-être vous avez tiqué quand j'ai dit que voilà, aller sur la Lune, ce n'est pas une tâche dans laquelle l'être humain est performant, parce qu'on pourrait se dire, ben, on a quand même réussi à le faire, donc c'est quelque part, ça doit être à portée de l'intelligence humaine. C'est une bonne objection. J'étais au courant, hein, voilà, je précise. Donc, face à cette question-là, vous voyez bien qu'en fait, il y a une ambiguïté, et l'ambiguïté, elle porte sur deux façons de comprendre ce que veut dire apporter de l'intelligence humaine. On pourrait dire, il y a des objectifs qui sont qu'un être humain peut réaliser seul. Enfin, une façon un peu étroite de comprendre ce qui est apporté de l'intelligence humaine, ce serait ça, et je pense que voilà, c'est la façon un peu stricte de le comprendre. Et puis, il y a les objectifs qu'on peut accomplir
dans un réseau de coopération très très large et extrêmement complexe. Et voilà, typiquement, aller sur la Lune, c'est quelque chose qui s'est produit, mais c'est un immense réseau de coopération qui a amené ça. Il n'y a pas un être humain qui était vraiment très bon dans la tâche aller sur la Lune et qui a réussi à le faire. C'est quelque chose de très intéressant, ça. Parce que du coup, on a envie de dire, bon, si ce n'est pas l'intelligence humaine au premier sens, au sens strict, qui réalise des choses comme aller sur la Lune. Quelle est l'intelligence qui réalise ça? Comment est-ce qu'on pourrait appeler le système qui permet ça? Ben finalement, alors, j'aurais envie on pourrait appeler ça une intelligence collective, souvent c'est le nom qu'on donne. Moi j'aime bien donner simplement le nom d'intelligence sociale, au sens, vraiment dans un sens très très large. Et pourquoi là il y a Adam Smith tout à coup qui apparaît? Parce qu'en fait ce genre de problème, j'ai pris des exemples un peu grandiloquents avec aller sur la Lune voilà, c'est grandiose, mais en fait, quelque chose d'aussi simple que produire une veste de laine ou fabriquer un crayon, ça recèle la même complexité en réalité. C'est-à-dire que c'est un objectif qui, de la même façon, ne peut pas être réalisé, qui n'est pas à portée de l'intelligence humaine. Fabriquer une veste de laine, fabriquer un crayon, c'est pas à portée de l'intelligence humaine. Alors c'est ce que défendait Adam Smith dans un passage que j'aime beaucoup de la fin du premier chapitre de La richesse des nations. Et j'ai fait une vidéo dessus, c'est pour ça que je mets la vignette. Je pense qu'elle est pas mal cette vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est bien. C'est aussi le thème sous-jacent de ce petit essai, c'est une espèce de fiction de Leonard Read qui raconte l'histoire d'un crayon à la première personne. C'est vraiment le même genre d'idée. Alors, ça peut paraître très paradoxal, pourquoi est-ce que ce serait pas à portée de l'intelligence humaine au même titre que aller sur la Lune? Aller sur la Lune, vous voyez bien pourquoi, oui, effectivement, c'est compliqué, mais quand même faire une veste de laine, on a envie de dire, c'est pas si compliqué. En fait, si, c'est extraordinairement compliqué. Alors, en deux mots, quel est l'argument d'Adam Smith? C'est de dire, si je vous demande qui doit travailler pour fabriquer une veste de laine? On n'a pas une idée très précise de la façon dont on fabriquait des vestes de laine au XVIIIe siècle, mais on se dit, il va y avoir un berger qui élève des moutons, il tond la laine, après il file ça à quelqu'un qui va filer un fil, et puis il va filer ça à quelqu'un qui va fabriquer la veste de laine, et puis voilà. Donc, je ne sais pas, une dizaine de personnes à tout casser. Alors, l'objection, c'est de souligner le fait que à chaque étape de cette fabrication, on a besoin d'outils. Et par exemple, le berger, pour s'arrêter juste à la première étape, il tond la laine. Mais alors, il ne tond pas la laine. On pourrait faire d'ailleurs une objection encore avant et dire il a des moutons. Les moutons, ça ne sort pas de nulle part. Le mouton, c'est une espèce domestiquée. Mine de rien, ça suppose le travail de beaucoup de gens, une espèce domestiquée. C'est pas... Mais disons, ce n'était pas l'argument d'Adam Smith, mais lui, son argument, il tournait plutôt autour du ciseau. Vraiment, on peut le faire avec n'importe quoi. Donc, il dit il faut des ciseaux pour couper la laine. Voilà. Si vous n'avez pas de ciseaux, vous pouvez peut-être élever des moutons, mais vous ne pouvez pas couper la laine pour faire la veste de laine. D'où sortent les... Du coup, en fait, dans le processus qui permet d'arriver à une veste de laine, on a besoin aussi d'un processus qui aboutit à la création d'au moins une paire de ciseaux pour le berger. En tout cas, il faut qu'à un moment donné, le berger, il ait ses ciseaux. Il ne va pas les faire lui-même. Et du coup, on peut rajouter ça dans la liste des gens qui sont nécessaires pour qu'on arrive à une veste de laine. On va mettre la liste des gens qui sont nécessaires pour obtenir des ciseaux. Et vous voyez bien que faire des ciseaux, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut... Mais il faut du fer. Pour avoir du fer, il faut une mine. Pour une mine de fer, pour avoir une mine de fer, il faut beaucoup de travail. Il faut du bois notamment. Et pour avoir du bois, il faut une scie. Et voilà. Il faut toute une organisation sociale en fait pour arriver à produire une veste de laine. Au même titre qu'il faut toute une organisation sociale pour réussir à aller sur la Lune. Alors c'est plus évident pour le cas de la Lune, mais même pour des choses aussi simples qu'un crayon à papier ou une veste de laine, en réalité, c'est pas le fruit du travail de quelques personnes. C'est pas le fruit du travail d'une seule personne non plus, et c'est totalement hors de portée de réalisation pour une seule personne. C'est vraiment le fruit d'un réseau de coopération immense, extraordinairement complexe et en fait très difficile à comprendre. On ne peut pas le décrire de bout en bout. On peut en décrire des fragments, on peut le décrire de loin et voir une sorte des schémas, mais dans le détail, vraiment comprendre le processus qui a abouti à fabriquer une veste de laine, à fabriquer un crayon ou à aller sur la Lune, c'est
voilà, c'est hors de portée de l'intelligence humaine, réellement. C'est pas absurde, du coup, de dire ça. Quand vous comprenez, quand vous voyez vraiment tout ce qu'il y a derrière, en réalité, on peut avoir l'impression que ce serait à portée de l'intelligence humaine d'aller sur la Lune, parce que vous dites, bah si, je comprends ce qui s'est passé à la NASA, etc. Mais en fait, non, c'est pas juste ça. Voilà, ça, c'est juste la toute fin de quelque chose qui, en fait, a duré plusieurs millénaires. Le processus qui est... Si vous partez de chasseurs-cueilleurs, encore une fois, vous leur expliquez, voilà, après, vous lui avoir dit, ah oui, on a été sur la Lune, dans 100 000 ans, tu verras, on ira sur la Lune. Il dit, ah, comment vous avez fait? En fait, vous ne pouvez pas répondre, parce que, concrètement, il faut pas loin de ça pour réussir à répondre à cette question. Donc voilà, c'est assez frappant et ça donne envie de considérer l'intelligence sociale comme déjà une forme de super-intelligence. Et je pense qu'une bonne façon de voir pourquoi l'intelligence sociale est une super-intelligence, c'est de... J'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence d'un chimpanzé par rapport à l'intelligence d'un humain. Comment est-ce qu'on représenterait l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence d'un chimpanzé? Surtout si vous retenez vraiment que par intelligence humaine, je parle vraiment de ce que les tâches précises, concrètes qu'un être humain est capable de réaliser par rapport, disons, aux tâches qu'un chimpanzé est capable de réaliser. Bon, clairement, ce serait plus petit, mais ce ne serait pas radicalement plus petit, j'ai envie de dire. La différence entre la représentation qu'on aurait de l'intelligence d'un chimpanzé et celle d'un être humain. Maintenant, si vous prenez la différence entre cette intelligence collective humaine, aujourd'hui en particulier, et l'intelligence collective d'un groupe de chimpanzés, la différence, elle est radicale. C'est là où la différence, elle est vraiment radicale. Bien plus que sur des différences individuelles, finalement. Donc voilà pourquoi. Et puis il y a aussi ce côté, si vous racontiez à un chasseur-cueilleur d'il y a 100 000 ans, aujourd'hui, voilà, ce que permet aujourd'hui notre intelligence sociale, ça paraîtrait aussi magique, aussi absurde, aussi fou que les scénarios complètement fous que racontent voilà, les Nick Bostrom, etc., à propos de la superintelligence. Alors évidemment, on n'a pas ce sentiment-là d'étrangeté face à la superintelligence sociale. Je pense que ça tient à deux raisons, qui est que l'objectif final, voilà, quand j'achète un crayon, quelque part, j'utilise cette intelligence sociale, cette superintelligence sociale, mais c'est pour un objectif final qui est tout à fait clair pour moi, qui n'est pas bizarre, qui n'a rien d'étrange, je le comprends parfaitement. Un deuxième point aussi, et qui est assez important, surtout quand on va parler d'intelligence artificielle, parce que ça va être un point sur lequel ça diffère, c'est que dans le processus qui amène à la fabrication de ce crayon ou d'aller sur la Lune, etc., il n'y a finalement que des objectifs intermédiaires qui sont effectivement à la portée de l'intelligence humaine parce que c'est réalisé par des êtres humains, a priori. Enfin, peut-être un peu moins dernièrement, mais de façon générale, ça reste des choses qui sont très facilement compréhensibles dans le détail pour des êtres humains. Il n'y a pas d'obscurité à ce niveau-là. L'obscurité, elle naît plutôt de la complexité de cet ensemble d'interactions. Cet ensemble d'interactions, il est impossible à décrire complètement. Cet exemple du crayon est assez célèbre. Milton Friedman l'utilisait très souvent dans des conférences, en général pour parler du libre-échange. Mais le côté intéressant, je pense, dépasse largement ça. Et il résumait les choses de cette façon-là en disant personne ne sait fabriquer un crayon, effectivement. Et c'est quelque chose d'assez frappant. Et donc, voilà, il faut une super intelligence sociale pour fabriquer des crayons. Alors après, je suis d'accord que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, cette forme de super-intelligence dans laquelle on baigne finalement. Je pense que l'objection que vous avez en tête concernant voilà, le fait que c'est pas vraiment ça la super-intelligence, il faut arrêter, c'est que en fait c'est pas vraiment un agent. La société, voilà, ce système, ce réseau de coopération, c'est pas un agent. Et quand on pense à une super intelligence, on pense à un agent super intelligent en fait. Alors, comme c'est un peu peut-être obscur comme objection, je vais préciser ce qu'on entend par un agent. Donc l'idée, c'est qu'un agent, c'est quelque chose qui a des désirs, des préférences, qui poursuit des objectifs, qui en outre a une représentation du monde, des croyances sur le monde, et qui agit conformément à ses croyances en vue de réaliser ses préférences. Voilà, ce serait ça un agent, en gros.
Et la question, c'est est-ce qu'on peut considérer la société comme un agent? Clairement, en fait, non. Disons, c'est compliqué, c'est pas évident. On pourrait, dans une certaine mesure, on va dire, si on regarde les choses de suffisamment loin, ça peut ressembler à le comportement d'une société. On pourrait peut-être l'assimiler au comportement d'un agent en disant, bah, oui, que par la société américaine dans les années 60 voulait aller sur la Lune et croyait que c'était possible. Et que le meilleur moyen d'arriver à ça, c'était de créer quelque chose comme d'utiliser la NASA et d'utiliser un programme. Enfin, voilà, on pourrait décrire les choses comme ça, mais ça ne paraît pas tout à fait... on voit bien qu'en fait, quand on parle des préférences voilà, à un tel niveau, en fait, c'est une façon d'agréger des préférences individuelles, et clairement, ça ne marchera pas toujours très bien. Enfin, on sent bien que c'est pas un agent bona fide, c'est pas un agent respectable, pour ainsi dire. On sent bien qu'il y a quelque chose de bizarre. Notamment une des choses bizarres, c'est que si on dit que c'est, voilà, on peut dire pourquoi pas, il y a des préférences. Juste, voilà, si une majorité préfère A à B, voilà, on pourrait dire que voilà, c'est ça la préférence. Mais bon, ça pose un problème qui, normalement, chez un agent, on suppose une sorte de cohérence, une sorte d'unité qui fait que les préférences vont être transitives. C'est-à-dire, si je préfère la vanille au chocolat à la pistache, je vais forcément préférer la vanille à la pistache. Des préférences agrégées, elles n'ont pas cette propriété, cette belle propriété, donc c'est une des raisons pour lesquelles on sent bien que dès qu'il y a quelque chose de composite, qu'il y a des sous-agents dans un agent, qui est quelque chose qui va plus très bien aller finalement. Voilà, donc on est d'accord, ça reste une forme de super-intelligence un peu bizarre, donc, ok, maintenant on va parler d'IA. Ok, bon, voilà, j'ai essayé de donner à ce concept de super-intelligence un vernis tout à fait respectable. Maintenant, on va parler de trucs un peu plus étranges. Je voulais commencer par... je ne savais pas comment commencer, du coup j'ai mis ce petit comics que j'ai trouvé assez drôle sur le site Wait But Why. C'est un très bon blog. Et donc il a consacré deux billets sur à la super-intelligence, et c'était... voilà, ils sont très intéressants. Et notamment, il y a ce petit comics que je trouvais amusant. Et je ne savais pas comment commencer ce passage sur la super-intelligence artificielle. Donc voilà, c'est un groupe, disons les êtres humains, qui sont au niveau, à la station de train intelligence de niveau humain, et qui voient arriver l'IA, qui disent « Ah, c'est marrant, il y a l'IA qui arrive, le train de l'IA qui arrive. » Il dit « Ah, il arrive vite !» Et hop. Voilà. Donc voilà. Le train de l'IA ne s'arrête même pas au niveau à la station intelligence humaine et file tout de suite au niveau super-intelligence. Bon, alors, quelle raison on aurait de croire ça? Alors honnêtement, je ne vais pas tant que ça examiner les raisons, parce que je ne vais pas engager un débat d'experts sur ces questions-là, mais je peux déjà faire quelques remarques. Qui est que on peut décomposer ça en deux parties. D'une part, ce qui est que il y a d'abord la question de savoir dans quelle mesure c'est probable que le train de l'IA arrive déjà jusqu'à la station intelligence humaine. Alors, d'ailleurs, je trouve ça important d'essayer de formuler ça en évacuant la notion d'intelligence, parce que dès qu'on formule les choses en termes d'intelligence, il y a toujours quelqu'un pour dire « mais ça ne veut rien dire ». Nous disons simplement quelque chose comme un stade où presque toutes les tâches que peuvent réaliser les êtres humains peuvent être réalisées au moins aussi efficacement par des machines. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sinon, vous auriez peut-être demandé à une machine de faire cette conférence. Pour l'instant, les êtres humains restent meilleurs, au moins à ce genre de truc. Est-ce qu'à un moment donné, on pourra sérieusement toujours se poser la question, bon, alors je vais faire ça par une machine, par un être humain. Voilà, si on arrive à ce stade-là, ce serait le stade où le train de l'IA arrive à la station intelligence humaine. Et la deuxième question, c'est celle du dépassement vers un niveau super intelligent. Ça paraîtrait un peu bizarre que vraiment ça s'arrête pile, genre jamais on arrive à développer quelque chose au-delà du niveau humain d'intelligence. C'est parce que dans les domaines où l'intelligence artificielle avance bien, ça avance toujours au-delà des performances humaines. Il n'y a aucune raison pour que ce soit une limite fixe. Mais, disons, la question, c'est de savoir dans quelle mesure... C'est juste une question autour de la cinétique de la progression après ça. Est-ce qu'il y aurait simplement une amélioration progressive qui, du coup, pourrait prendre vraiment beaucoup de temps, et avant qu'on puisse vraiment légitimement parler de superintelligence, ça serait vraiment très long. Voilà. Ou alors, au contraire, une explosion... pour diverses raisons, notamment l'idée d'une espèce de renforcement, c'est-à-dire que si on crée une intelligence artificielle capable de s'améliorer elle-même et d'être plus efficace que n'importe quel être humain pour s'améliorer elle-même, voilà, il y aurait une sorte de renforcement positif qui ferait une espèce
d'explosion. Alors, j'ai pas spécialement... voilà, c'est là où... Déjà, c'est pas du tout mon domaine. En fait, sur ces questions-là, j'aurais simplement envie de savoir quel est le consensus auprès des experts sur ces questions-là. C'est quelque chose qui est assez difficile à connaître, en fait. J'y reviendrai. Et puis, il y a la dernière question qui est intéressante, et c'est là où vraiment j'ai commencé à ressembler à un fou. C'est la question de la probabilité de catastrophes, mais genre vraiment des énormes catastrophes liées à ces superintelligences. Genre, il y a vraiment un risque particulier lié à ces superintelligences artificielles. Et voilà, quelle est la probabilité de ces catastrophes-là et qui font courir vraiment ce que Nick Bostrom notamment appelle des risques existentiels pour l'humanité. C'est-à-dire, voilà, en gros, une disparition de l'humanité, quelque chose comme ça. Je suis désolé de dire ça. Alors, face à tout ça, il y a vraiment beaucoup d'hostilité vis-à-vis d'auteurs comme Nick Bostrom ou encore pire, Eli Yudkowsky, dont s'inspire Nick Bostrom objectivement. Donc, parler de Nick Bostrom, c'est toujours un peu indirectement parler de Yudkowsky. Il y a vraiment une hostilité très déclarée et assez violente vis-à-vis de ces choses-là qui sont prises, qui sont assez vite évacuées d'un revers de la main comme étant des charlataneries et des spéculations sans aucun intérêt. Alors en général, l'objection, le fond de l'objection en général consiste toujours à dire, mais quelque part, voilà, sur ces deux premières questions, ces deux premières probabilités, c'est trop faible. Voilà, c'est faible, objectivement, si on regarde ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas crédible. Ou alors, en fait, souvent, c'est plutôt très difficile à évaluer. En général, c'est plutôt ça. Donc, c'est toujours un mélange de non, mais regardez comment marche Google Traduction et vous me direz si vraiment vous avez peur des IA, et suivi de. Et de toute façon, tout ça est un peu plus compliqué que ça, et honnêtement, on n'en sait rien. Voilà, c'est toujours une espèce de mélange de ça, et tout ça qui conduit au final à. Sur la dernière question, ben, on s'en fout complètement, parce que voilà, les points précédents entraînent qu'on s'en fout. C'est quasi religieux, vous êtes des espèces de gourous, arrêtez d'annoncer la fin du monde, et voilà, et vous êtes un charlatan singulariste. Je ne suis pas expert sur ces questions-là, donc j'aimerais connaître le consensus sur les deux premières questions, par exemple, et j'ai l'impression que c'est extrêmement difficile de le connaître, par exemple. Alors typiquement, Nick Bostrom cite des chiffres voilà, des espèces de sondages qu'il fait dans différents colloques sur ces deux premières questions, en gros. Mais bon, c'est toujours un peu douteux parce qu'il n'y a pas énormément de répondants. On peut se demander si ceux qui vraiment se désintéressent totalement de Bostrom n'ont pas tendance à ne tout simplement pas répondre, ce qui pourrait expliquer pourquoi les chiffres qu'il donne sont en général relativement optimistes. Enfin, je veux dire par là qu'il donne une probabilité assez haute à ces deux choses-là. J'ai l'impression qu'en fait, le seul consensus sur ces affaires de prédiction en intelligence artificielle, c'est que en intelligence artificielle, on est globalement nul pour faire des prédictions. C'est-à-dire qu'il y a eu des prédictions, des prédictions très erronées dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des champs qui paraissaient très prometteurs. Ça, on aurait prédit que ça allait beaucoup se développer, mais en fait pas du tout. Et à l'inverse, des choses qui semblaient lentes et difficiles, mais en fait ont été débloquées brusquement. Donc s'il y a un consensus sur le fait que globalement les prédictions sont pas très fiables. Et quelque part, d'ailleurs, ça revient à ça, c'est difficile à évaluer. Et du coup, en fait, ce que j'aurais envie de répondre face à ce genre de critique, il faudrait vraiment que les probabilités précédentes soient extraordinairement négligeables pour que ce ne soit pas un tout petit peu intéressant de s'intéresser au troisième point. Bostrom n'est jamais en train de dire il n'est jamais en train d'annoncer quelque chose. Il est juste en train de dire c'est relativement probable. En tout cas, ce n'est pas une probabilité qui est totalement négligeable. Et du coup, réfléchissons-y. Il y a d'autres raisons encore, mais disons, voilà, déjà a priori, si les probabilités ne sont pas négligeables, ça vaut le coup de réfléchir à ces questions-là. Et effectivement, je pense que, justement parce que c'est très difficile à évaluer, c'est pas négligeable. Dire que c'est totalement impossible, c'est faire une prédiction qui est beaucoup plus précise que toutes les prédictions que fait Nick Bostrom, en fait. Dire vraiment, ça n'arrivera jamais, et c'est tout à fait fantaisiste tout ça, c'est vraiment faire un pari sur l'avenir qui est bien plus incertain que le pari que fait Nick Bostrom, au sens où lui ne dit jamais autre chose que il y a une certaine probabilité de ceci, il y a une certaine probabilité de cela. Et d'ailleurs, il n'est pas spécialement optimiste, par exemple, typiquement sur le fait d'arriver à une IA de niveau humain, il est plutôt pessimiste par rapport, en tout cas par rapport aux
aux chercheurs qui consultaient, il se situait plutôt dans la tranche des plus pessimistes. Donc voilà, donc tout ça pour me mettre un peu à couvert, dire à partir du moment où vous acceptez que c'est pas négligeable, les deux premières probabilités, et j'ai l'impression que c'est plutôt rationnel de considérer que c'est pas négligeable, bah du coup ça devient intéressant de s'intéresser à la troisième quand même, même s'il y a un peu le risque de passer pour un fou, parce que bah, c'est envisager des situations très compliquées, disons. Alors je vais plonger un peu plus dans le livre de Nick Bostrom, et je pense beaucoup de choses très intéressantes dans le livre de Nick Bostrom tournent autour de cette distinction entre objectifs finaux et objectifs instrumentaux. Donc intuitivement, c'est pas très compliqué, hein. L'idée, c'est l'objectif final, c'est vraiment, je sais pas, le truc que l'intelligence va chercher à maximiser, à réaliser, la fonction qu'il va chercher à maximiser, par exemple. Et ça peut être très complexe. Ça pourrait être extraordinairement complexe, évidemment. Hein. C'est pas censé. Alors parfois, j'ai mis le petit Universal Paper. Pour ceux qui connaissent, ça les fera rire. Peut-être vous connaissez le. Il y a un petit jeu en ligne autour de ça. Si vous tapez Universal Paperclips, vous tomberez sur un petit jeu en ligne très amusant où on essaye de maximiser le nombre de paperclips dans l'univers, par exemple, le nombre de trombones dans l'univers. Et on finit par... je ne vous spoil pas, comme ça vous verrez. Ça tourne très mal, forcément. Donc ça peut être une fonction de ce type-là, mais évidemment, c'est plutôt caricatural et ça pourrait être beaucoup plus complexe. Et puis donc la notion d'objectifs instrumentaux, l'idée c'est que, étant donné un certain objectif final, je peux avoir certaines croyances sur le monde qui font que je vais, de façon instrumentale, poursuivre un autre objectif. Parce que, par exemple, je crois que réaliser l'objectif A maximise, par rapport à toutes les autres choses que je pourrais faire, maximise la probabilité de satisfaire mon objectif final. Donc, du coup, satisfaire l'objectif A devient un objectif pour moi, un objectif simplement instrumental en vue de réaliser cet objectif final. Alors, la première thèse que défend Nick Bostrom, il la défend dans ces termes-là, c'est un peu prétentieux sa façon de la nommer, je trouve. Thèse d'orthogonalité. Il veut dire par là, simplement, donc, je cite, intelligence et objectifs finaux sont orthogonaux. Plus ou moins n'importe quel niveau d'intelligence pourrait, en principe, être combiné avec plus ou moins n'importe quel objectif final. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord, mais je trouve, en fait, c'est plutôt une raison de ne pas trop s'inquiéter. Parce qu'en fait, ce serait très inquiétant si ce n'était pas le cas. En fait, dire que ce n'est pas le cas, ça reviendra à dire qu'arrivé à un certain niveau d'intelligence, finalement, on poursuit des buts super intelligents. Voilà. Si vous êtes intelligent, vous poursuivrez des buts intelligents. Il y aurait une sorte d'émergence d'objectifs finaux qui seraient liés à des niveaux d'intelligence. Outre que, je ne sais pas bien ce que ça pourrait vouloir dire. Je ne sais pas... Quand on devient très intelligent, on se met à fixer le vide existentiel et à écrire des poèmes ou des trucs comme ça, parce que vraiment, on devient très intelligent, ça devient un but, forcément. Bon, je ne sais pas si c'est très crédible, mais surtout, en fait, ce serait assez terrifiant, parce que ça voudrait dire qu'en fait, là, vraiment, il n'y a rien à faire face à une super intelligence. Une super intelligence aurait des buts super intelligents, et il n'y aurait vraiment aucun moyen de dire quoi que ce soit de pertinent à son sujet, du coup. Donc j'ai envie de dire, c'est presque un pari plutôt optimiste, en fait, de dire que, quelque part, on peut quand même essayer de réfléchir à une super intelligence, notamment grâce à ça. Parce qu'on peut supposer que même une super intelligence, on pourrait elle pourrait poursuivre des buts qui sont compréhensibles par un être humain, parce que finalement, il y a ce principe d'orthogonalité. Elle pourrait suivre en fait n'importe quel but, maximiser le nombre de trombones dans l'univers, ou tout à fait autre chose. Et voilà, donc on pourrait se dire, il suffit du coup, pour ne pas avoir de problème avec une super intelligence, il faudrait lui donner des objectifs finaux sympas, acceptables par l'humanité, qui ne nous mettent pas en danger. On pourrait se dire, bonne nouvelle, c'est bon, c'est réglé. Mais l'essentiel des difficultés dans le livre de Nick Bostrom tourne autour de ce que j'appelle le problème des objectifs instrumentaux, qui est, en gros, comment garantir que les objectifs instrumentaux qu'une superintelligence poursuit sont acceptables. Il faut bien comprendre que les objectifs instrumentaux, même si vous comprenez l'objectif final que poursuit une certaine superintelligence, l'idée même de superintelligence implique que les objectifs instrumentaux qu'elle est susceptible de poursuivre pour réaliser cet objectif final ne sont pas forcément compréhensibles. Au sens où elle peut poursuivre des objectifs instrumentaux qui sont tout à fait inconcevables, qu'on n'arriverait même pas à comprendre d'une certaine façon, qui sont...
Et c'est le propre même d'une superintelligence que, voilà, on ne peut pas prévoir par avance, je sais pas, la séquence d'objectifs instrumentaux grâce auxquels elle va arriver à son objectif final, parce que si on pouvait le faire, ben on serait aussi intelligent qu'elle. Ce serait un petit peu ça, quelque part, être intelligent. Ce serait trouver le trajet optimal parmi les objets, voilà, dans les objectifs instrumentaux. Alors, tout de même, on peut savoir peut-être 2 ou 3 choses concernant les objectifs instrumentaux que poursuivrait une intelligence artificielle, et c'est un autre thème qui est très intéressant dans le texte de Bostrom, qui est l'idée de convergence des objectifs instrumentaux. On peut se dire que pour un vaste ensemble de fins, d'objectifs finaux que poursuivrait une superintelligence, à moins d'écarter ces objectifs instrumentaux vers lesquels ça a tendance à converger, ça aura tendance à aller dans cette direction-là. Alors, quels sont ces objectifs instrumentaux vers lesquels la superintelligence risque de converger? C'est, premièrement, l'autopréservation. Voilà, si vous donnez un objectif, voilà, vous dites, typiquement, pour rester dans l'exemple des paperclips, si vous dites maximiser le nombre de paperclips dans l'univers, donc le nombre de trombones, la première des choses, c'est éviter de disparaître. Parce que bon, si je disparais, et si je n'ai pas de raison de penser que quelqu'un continuera de mettre en œuvre cet objectif-là, probablement ça ne maximisera pas le nombre de trombones dans l'univers. Donc la première des choses, c'est voilà, se préserver. Deuxième chose, ça c'est un truc intéressant, c'est préserver ces objectifs instrumentaux eux-mêmes. C'est-à-dire que éviter qu'on impose d'autres objectifs instrumentaux. D'autres objectifs finaux. Préserver les objectifs finaux. Alors ici, j'ai bugué un petit moment parce que j'hésitais à parler de certains éléments d'un livre de Greg Egan, Isolation, que j'avais lu récemment et qui illustrait assez bien tout cela. Est-ce qu'on peut vouloir changer nos objectifs finaux? Est-ce qu'on peut vouloir quelque chose qu'on ne veut pas actuellement? Il est question dans Isolation d'un mode neuronal de loyauté et je brûle d'en dire davantage, mais à la réflexion, ça constituerait tout de même une sorte de spoil de cet excellent livre. Au demeurant, en y réfléchissant encore, je me suis rendu compte que sur ce thème et sur le côté arbitraire des objectifs finaux qu'on peut poursuivre, il y a des tas d'éléments de réflexion dans les fictions de Greg Egan dont on ne dira jamais assez à quel point c'est l'un des plus intelligents auteurs de SF aujourd'hui. Par exemple, il y aurait beaucoup à dire d'un certain personnage dans La Cité des Permutants qui vit quasi éternellement en se fixant à intervalles réguliers des buts aléatoires. Mais le plus beau cas viendrait sans doute de la nouvelle intitulée Des raisons d'être heureux dans le recueil Radieux. C'est une nouvelle que je trouve absolument géniale, je vous la recommande plus que vivement et si vous voulez la lire, je vous en mets un lien dans la description. Ceci étant dit, je me redonne la parole. Une superintelligence qui veut remplir le monde de trombones, lui, voilà, il n'en est pas à ce genre de considération-là, il veut continuer de vouloir remplir le monde entier de trombones, parce qu'évidemment, si on lui change cet objectif final, ça ne maximise pas le nombre de trombones dans l'univers. Donc une bonne façon de maximiser le nombre de trombones dans l'univers aussi, c'est de faire en sorte qu'il continue de vouloir remplir l'univers d'un maximum de trombones. Il y en aurait d'autres, je vais peut-être les passer un peu plus vite. L'idée de se perfectionner aussi, voilà, de devenir meilleur dans l'art de faire des trombones, évidemment. C'est une bonne façon de maximiser le nombre de trombones dans l'univers aussi. Et puis acquérir un maximum de ressources, donc voilà, pour pouvoir faire plus de trombones, ou pouvoir calculer plus vite, pour pouvoir mieux se perfectionner, mieux réaliser les autres fins, etc. Bon, il y a de bonnes raisons pour lesquelles on peut supposer que, un peu par défaut, on a envie de dire, une superintelligence aurait tendance à poursuivre ces fins-là. Et le problème avec ces fins-là, c'est que, en fait, quel est le plus grand danger dans ce cas? Quel est le danger, je vais simplement dire, du point de vue de notre superintelligence qui fabrique des trombones, s'il réfléchit à la situation, il va se dire, à un moment donné, ils auront assez de trombones, les êtres humains, ils vont me débrancher. Le principal obstacle du coup à la préservation de soi ou à l'intégrité de ces objectifs finaux, c'est de supprimer l'espèce humaine. Du coup, ces objectifs instrumentaux vers lesquels le comportement de la superintelligence converge risquent dans beaucoup de cas de faire en sorte que l'extinction de l'espèce humaine devienne elle-même un objectif instrumental. Et c'est là où on semble dire que, et c'est un peu ce que dit effectivement Bostrom, que l'apocalypse est une sorte de résultat par défaut. C'est-à-dire qu'une superintelligence, sauf si on a fait en sorte d'éviter ça, risque de mener à cette
très déplaisante, ce très déplaisant résultat qui serait que l'espèce humaine serait éliminée. Alors vous me direz, mais bon, c'est une machine, elle ne peut pas supprimer toute l'espèce humaine comme ça. Alors c'est là qu'il y a beaucoup de fiction autour de ça. D'ailleurs, j'arrête pas depuis tout à l'heure de vous parler de cette histoire de trombone, et c'est typiquement les fictions qui sont racontées dans ce genre de texte, parce que on a toujours envie d'illustrer ça par des fictions. Et c'est vrai que ces fictions-là, elles ont quelque chose de complètement fantaisiste, c'est complètement étrange, et notamment, alors, par exemple, sur comment est-ce qu'elle détruirait l'espèce humaine tout à coup pour mieux encore, enfin voilà, pour satisfaire son. Je donne un petit extrait du livre de Nick Bostrom qui cite en fait qui synthétise un passage de Yudkowsky qui justement décrit un scénario de ce type-là, de comment est-ce que une superintelligence prendrait le pouvoir et supprimerait tous les êtres humains. Alors le scénario, il y a toutes sortes, hein, mais bon là, c'est très souvent comme ça, c'est des trucs à base de nanorobots qui, voilà, donc une superintelligence qui crée des nanorobots, des armées de nanorobots qui tuent tout le monde, ce genre de trucs. Voilà. C'est toujours des trucs comme ça. Et c'est là où j'ai envie vraiment de rappeler ce principe qu'on a vu, qui est que un auteur n'est jamais, un personnage de fiction n'est jamais plus intelligent que son auteur. Et donc là, le personnage de fiction, la superintelligence de Yudkowsky, elle n'est pas plus intelligente que Yudkowsky. Donc pour Yudkowsky, le scénario qu'il est capable de trouver pour ça, c'est celui-là. Et quelque part, il est ridicule. Et je suis d'accord, quelque part, il a un côté ridicule. Mais c'est normal. Si vous voulez, c'est aussi ridicule que... J'ai passé cette diapo sans la commenter car je manquais de temps, mais elle contenait quelques exemples réels d'objectifs instrumentaux très inattendus, bien plus inattendus que les nanorobots de Yudkowsky, mais heureusement beaucoup moins meurtriers. C'est un bon exemple où l'on voit que lorsqu'il s'agit d'intelligence, la réalité est plus inventive que la fiction. Je vous laisse faire pause pour lire ce petit passage si vous le souhaitez. Voilà, 3, 2, 1, c'est reparti. En fait ça je vais passer. C'est aussi ridicule que la façon dont Jules Verne ou Cyrano de Bergerac envisagent la façon d'essayer d'aller sur la Lune est ridicule. C'est normal. Effectivement, peut-être un lecteur de cette époque-là dirait mais vous pensez vraiment qu'on peut aller sur la Lune de cette façon-là? En fait, la bonne réponse, ce serait de dire non, mais je pense qu'on peut aller sur la Lune quand même. Comprendre par quels moyens on pourrait aller sur la Lune, écrire des fictions crédibles là-dessus, on n'a pas pu le faire avant d'être plus ou moins en mesure d'aller sur la Lune. Et de la même façon, écrire une fiction crédible de comment est-ce qu'une superintelligence pourrait tuer tous les êtres humains, voilà. Les vraies fictions crédibles autour de ça risquent de précéder de peu la disparition des êtres humains, peut-être. Ou en tout cas, voilà, les moyens mis en œuvre pour ça sont forcément dans l'imagination de Yudkowsky, très en dessous de ce qu'il serait réellement, de la même façon que les moyens mis en œuvre pour aller sur la Lune sont très en dessous dans l'imagination de Jules Verne, qui est pourtant riche et souvent informé scientifiquement, mais simplement, c'est pas avec un gros canon qu'on allait aller sur la Lune, c'est avec tout à fait autre chose. Et c'est pas pour autant que c'était pas possible d'aller sur la Lune, justement. Et on peut faire le lien avec cette idée de superintelligence sociale, justement, c'est parce que typiquement, aller sur la Lune a requis cette superintelligence sociale. On ne pouvait pas prévoir comment notre superintelligence sociale allait résoudre ce problème d'aller sur la Lune. Ce n'était pas vraiment prévisible à un auteur comme Jules Verne ou à une époque comme celle où il écrivait. Et voilà, on fait face à la même difficulté, je pense, lorsqu'on essaye d'envisager de quelle façon une superintelligence ferait ceci ou cela. Voilà, c'est pour ça que je pense que la comparaison avec la fiction est intéressante. Bon. J'approche de la conclusion. Quand on parle de superintelligence, on fait vraiment face à ce qu'on pourrait appeler un brouillard épistémique. C'est-à-dire, épistémique, ça fait référence à la connaissance, donc je vous souligne un brouillard de connaissance, si vous voulez, d'absence de connaissance. Il y a deux couches dans ce brouillard, si j'ose dire. La première couche concerne justement la probabilité que toutes ces considérations-là soient pertinentes, c'est-à-dire qu'effectivement, on fasse un jour face à une superintelligence. C'est une première couche de brouillard. Elle est vraiment épaisse, déjà, cette première couche de brouillard, je pense. Et j'ai envie de dire, le fait qu'elle soit épaisse ne diminue pas l'intérêt de la suite, parce que justement, dans un brouillard épais, il peut se cacher des choses impressionnantes. Et la deuxième couche de brouillard concerne le comportement même de ce qui pourrait s'y cacher, justement, dans ce brouillard, à savoir impossibilité de concevoir les moyens d'action d'agents super intelligents. Du coup, grosse difficulté à envisager comment est-ce qu'on pourrait designer une forme de contrôle quand même pour ces choses-là. Et voilà, et tout ça
associé à cette probabilité non négligeable, tout de même, qu'un agent super intelligent poursuive, en tant qu'objectif instrumental, un objectif instrumental contraire aux intérêts de l'humanité. Et c'est un petit peu effrayant, du coup, forcément. Et c'est là où on passe pour une espèce d'illuminé catastrophiste, ce que je ne voudrais pas, encore une fois, parce que je trouve que ces questions sont intellectuellement, ne serait-ce qu'intellectuellement, intéressantes. C'est un petit peu long. Alors, je vais passer juste sur ce point-là. Il y a une façon de contourner ce brouillard épistémique, si vous voulez, de trouver une sorte de raison d'être un peu moins effrayé. J'aime beaucoup ce principe-là dans le livre de Nick Bostrom. Il appelle le principe de déférence épistémique. Je vais juste le lire parce qu'il est bien formulé. Une future superintelligence occupe un point de vue épistémiquement supérieur. Ses croyances, probablement sur la plupart des sujets, ont plus de chances d'être vraies que les nôtres. Nous devrions donc nous en remettre à l'opinion de la superintelligence à chaque fois que c'est possible. Ça veut dire quoi et qu'est-ce qu'il en tire de cette idée-là? C'est que globalement, ok, une superintelligence pourrait se poursuivre des fins instrumentales d'autant plus terrifiantes qu'on ne peut pas les comprendre, mais il faut aussi se dire que voilà, le principe même d'une superintelligence, c'est que ses capacités sont meilleures que les nôtres en tout domaine, et notamment, par exemple, dans le domaine qui consisterait à comprendre ce qui est dans notre intérêt ou pas. Et donc, ce que suggère ce principe de déférence, c'est de dire, quelque part, plutôt qu'essayer d'imaginer ce qu'est notre intérêt et d'essayer de contrôler une superintelligence en lui donnant des buts qui sont conformes à nos intérêts, d'après ce que nous comprenons de nos intérêts, se dire que finalement la compréhension même de nos intérêts est une tâche à laquelle la superintelligence est meilleure que nous, et donc déférer cette tâche-là à une superintelligence. Une forme de stratégie qui est un peu étonnante, qui n'est pas évidente à première vue. Même la compréhension de mes propres intérêts, finalement, je suis moins bon à les comprendre qu'une hypothétique superintelligence. Je vais juste revenir sur ce brouillard épistémique en ajoutant du coup deux petites remarques. La première, c'est que il y a certes une probabilité non négligeable qu'un agent superintelligent poursuive un objectif instrumental contraire aux intérêts de l'humanité, mais il y a aussi une probabilité non négligeable que des précautions prises par des agents intelligents, prises intelligemment, pas besoin d'une superintelligence, diminuent, dans une certaine mesure, la probabilité précédente, et aussi, par ailleurs, augmente la probabilité que les effets d'une superintelligence soient plutôt positifs, du coup. C'est important aussi de souligner ça, ça donne une autre raison pour laquelle ce n'est pas juste une simple vue de l'esprit de s'intéresser aux effets potentiels d'une superintelligence. Il peut aussi y avoir cette dimension-là, et elle est vraiment très présente chez Bostrom. Mais encore une fois, on est dans un cadre très probabiliste. Il n'est pas en train de dire voilà ce qu'il faut faire pour sauver l'humanité. Il est juste en train de réfléchir à des éventualités plus ou moins probables. Et voilà. Et je rajouterais qu'il est difficile de parler à tout ça sans avoir complètement l'air d'un fou. Et c'est dommage parce que c'est des sujets qui, je pense, méritent vraiment une réflexion justement rationnelle, quoi, posée et froide si possible. Et voilà, c'est faire face à des choses tellement énormes que c'est assez difficile, mais ça vaut le coup. Voilà. Merci. Merci Thibaut. Du coup, on peut passer aux questions si vous avez des questions. Tu parlais de précaution qui permettrait de réduire la probabilité que l'intérêt de l'humanité et de la superintelligence ne convergent pas. Et du coup, est-ce qu'on aurait une idée de ce à quoi pourrait ressembler est-ce que ça ressemblerait par exemple aux lois d'Asimov, un truc comme ça? Typiquement, les lois d'Asimov sera un mauvais exemple parce que c'est typiquement un cas où on essaye de spécifier qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'humanité et où voilà, les machines passent leur temps à trouver des loopholes dans ces trucs-là. Il y a plein d'exemples comme ça chez Bostrom où, je sais pas, par exemple, vous dites maximiser le bonheur de l'humanité, par exemple, comme but final. On se dit ça peut pas mal tourner si on fait ça. En fait, réduire l'humanité en esclavage et dans un état d'euphorie perpétuelle, c'est la meilleure façon de maximiser le... Et c'est une façon économique, donc il n'y aurait pas de raison de ne pas le faire. C'est une façon économique, on peut vraiment donc remplir l'univers de légumes euphoriques, du coup, pourrait devenir une espèce de... Ça serait, voilà, donc, typiquement, ce serait le genre de choses qu'on éviterait. Et donc, oui, je pense que j'envisageais vers la fin, avec c'est vers la fin du livre de Bostrom,
Notamment un concept qui, moi, je l'ai passé vite, mais comme ça va revenir. Un concept que étudie Bostrom comme une façon justement de faire en sorte que la superintelligence agisse conformément aux intérêts de l'humanité, mais sans essayer de, voilà, en lui déférant la tâche de déterminer ce qui est dans l'intérêt de l'humanité, ce qui est un peu étrange. Donc il y avait cette formule de Yudkowsky, je vous laisse lire, qui consiste, voilà, cette notion de coherent extrapolated volition, avec l'idée donc de demander donner comme but final quelque chose qui serait de maximiser ça, plutôt que maximiser voilà, quelque chose comme le bonheur. Dès qu'on formule quelque chose de précis, en fait, c'est assez facile, même juste avec notre intelligence, qui n'est pas si terrible que ça, de trouver des sortes de loopholes qui font que voilà, il y a un moyen de maximiser ça, qui est pas du tout ce qu'on avait en tête lorsqu'on donnait lorsqu'on voulait ça. Voilà. Oui. Bonjour. Il y a plusieurs points que j'aurais voulu juste commenter, c'est-à-dire sur la partie augmentation de la sphère des choses concevables. Finalement, l'une des dimensions supplémentaires, c'est le temps. Quand on parle du chasseur-cueilleur il y a 100 000 ans, on serait une super intelligence pour lui. Finalement, c'est le temps et les itérations de l'apprentissage qui a permis d'aller marcher sur la Lune. Et ça me fait penser à la conférence de Michel Serres sur l'apprentissage, sur le savoir et la transmission du savoir. C'est-à-dire qu'il y a différentes révolutions cognitives dans l'humanité avec la capacité à parler, l'écriture, l'imprimerie, et aujourd'hui la possibilité d'avoir le savoir tout de suite sur les terminaux pour ne plus avoir à se mémorer. Donc ça libère des ressources cognitives pour faire d'autres choses. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, j'ai pas l'impression qu'elle a encore cette capacité à pouvoir transmettre du savoir entre elles, pouvoir créer du social et l'intelligence de groupe qui permet à l'homme d'aller marcher sur la Lune. C'est-à-dire qu'un seul ne peut pas le faire, mais la capacité que le groupe peut apprendre ensemble pour pouvoir, en se spécialisant les uns les autres, comme on a l'intelligence d'une fourmilière qui est qui dépasse largement la capacité cognitive d'une fourmi. Donc, et c'est vrai que dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, j'en avais déjà discuté avec Lé, il n'y a pas encore cette capacité des intelligences, j'ai l'impression, à communiquer entre elles pour pouvoir apprendre et échanger. Tu veux répondre? J'ai l'impression que tu as envie de répondre. Vas-y, réponds, non, parce que justement, j'allais dire, honnêtement, je ne suis pas chercheur en IA, donc je suis pas mieux placé pour répondre clairement. Ce que je dirais, c'est qu'en fait, les machines aujourd'hui, les machines aujourd'hui communiquent déjà beaucoup plus que nous, quoi. Elles sont tout le temps sur Internet en train de s'envoyer des messages, donc c'est un peu difficile de dire qu'elles ne communiquent pas, quoi. Mais si, il y a du machine learning qui communique avec du machine learning. Enfin, il y a déjà beaucoup d'optimisation qui est fait. Alors, c'est pas des trucs forcément très sophistiqués, mais il y a déjà des machines qui communiquent les unes avec les autres. C'est pas un truc qui est spécifique à l'humain, je pense. C'est pratique. J'ai juste un petit ajout, si je peux me permettre, sur la société peut-elle être considérée comme un agent. Ouais. En fait, si on peut peut-être un peu tirer les choses par les cheveux, mais on a un théorème qui dit que oui, si elles résolvent le consensus. Une société qui résout le consensus est une société qui a au moins le même agencement que ses individus. Parce que en fait, des machines de Turing qui résolvent le consensus simulent une machine de Turing ensemble. Par exemple, sur le fait des préférences cycliques, j'ai l'impression que ça serait vraiment un peu une condition pour considérer que quelque chose est un agent qui n'est pas ce genre de cas. En tout cas, la probabilité d'être un agent d'un individu n'est pas perdue, et même les capacités de calcul sont augmentées si les individus ensemble résolvent le consensus. Voilà, c'était juste... Okay. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai l'impression que tu veux rajouter quelque chose. Je pense, tu me contredis si je me trompe, mais que tu faisais référence au théorème d'Arrow, ou un truc dans le genre. Le fait que donc, le théorème d'Arrow dit qu'on ne peut pas agréger des préférences individuelles avec certaines propriétés de monotonicité et tout ça, quoi. C'est ça à quoi ça m'a fait penser. Bonjour. Merci déjà d'être venu organiser cette conférence. Ça fait très plaisir d'avoir des thématiques comme ça qui sont discutées. Donc merci.
Je pose une question peut-être sur une thématique un peu, enfin, sur un thème un peu différent. On a beaucoup parlé des super-intelligences qui accompliraient du coup des tâches commandées, enfin, pour l'humanité, commandées par l'humanité. Est-ce qu'on pourrait aussi penser à l'observabilité de ces super-intelligences? Est-ce que, par exemple, en observant une super-intelligence accomplir une tâche, on pourrait en apprendre plus sur la tâche ou même sur l'humanité en elle-même, sur nous-mêmes? Bah, on a déjà quelques exemples de ça. Je ne sais pas si en observant AlphaGo jouer, par exemple, les joueurs de Go ont... J'ai l'impression qu'ils ont un peu appris, mais justement c'est tellement opaque qu'on n'a pas tellement l'impression qu'ils aient appris énormément. Donc, comparé à l'avancée que c'est en IA de fabriquer quelque chose, un joueur de Go artificiel qui peut battre les plus grands champions, ça n'a pas fait énormément progresser la compréhension du Go par les joueurs de Go. En tout cas, j'ai pas eu l'impression. Après, c'est plus un truc qui concerne les joueurs de Go eux-mêmes. Je pense que ça les a fascinés, mais typiquement, oui, c'est très opaque. Tout ce qu'ils ont, c'est les coups qu'ils jouent, quasiment. Et c'est toujours assez frappant dans toutes ces questions. Voilà, ou après AlphaZero qui joue aux échecs, j'ai plus regardé ces trucs-là parce que je suis plus joueur d'échecs que joueur de Go. Et ils jouent des coups super surprenants. Et on est face aux coups surprenants. Et puis on dit, c'est surprenant. Et apparemment, on peut gagner en jouant comme ça, et on ne savait pas, mais justement, ouais, effectivement, on n'a pas l'impression que c'est facilement observable ce qui se passe dans ces genres de choses. Oui. Alors, une autre question. En fait, je me demandais si c'était vraiment souhaitable qu'il y ait une intelligence artificielle, ou simplement une super intelligence qui nous dépasse largement. Parce que, pour prendre un exemple simple, par exemple, quand je joue aux échecs, j'ai pas, si j'ai une super intelligence qui me dit quel coup jouer, quel coup est le meilleur, ça m'intéresse pas vraiment. Je préférerais faire quand même le coup que moi je pense être le meilleur. En tout cas, j'ai pas envie de jouer un coup qui paraît, sur lequel je sais pas pourquoi ce serait le meilleur. Donc, d'une certaine manière, tout ce qui est en dehors de mon intelligence, tout ce que je peux pas réussir à comprendre pourquoi je ferais, ça n'aurait aucun intérêt pour moi. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte un peu de limite au niveau de ce qui nous intéresse d'un point de vue de la super-intelligence? Je pense qu'il y a deux types de tâches qu'on pourrait vouloir faire quand on joue aux échecs. On peut vouloir s'amuser en jouant aux échecs. Dans ce cas, effectivement, ça ne sert à rien d'avoir un logiciel qui vous dit quel coup jouer. Et puis, il y a la tâche qui consiste à dire à jouer le meilleur coup. Et à ce moment-là, oui, ça sert à quelque chose d'avoir un ordinateur qui vous conseille probablement. Voire, en fait, lui laisser totalement jouer à votre place. Et donc, je pense qu'il faut... Voilà, ça fait très longtemps que les ordinateurs... Enfin, très longtemps... je sais pas, plus d'une décennie que les ordinateurs... Je ne sais plus exactement quand vraiment les ordinateurs sont devenus meilleurs. Le match Deep Blue IBM, c'était 97. Donc, voilà, ça fait, disons, 20 ans. C'est pas pour autant qu'on joue moins aux échecs, parce que justement le but de deux joueurs d'échecs, c'est avant tout de s'amuser en jouant à ce jeu-là. Donc je pense que ça diminue pas l'intérêt du jeu, le fait qu'il ait été résolu. Enfin résolu, en tout cas qu'il y ait même les jeux qui ont été résolus, on continue à y jouer. Je sais pas, il y a des jeux, genre je crois que le jeu de dames est vraiment résolu, un truc comme ça. On peut encore jouer au jeu de dames. Mais après, effectivement, si vous voulez gagner, si votre objectif c'est de gagner, utilisez un programme qui l'a résolu. Voilà. C'est pas amusant, mais c'est ce que j'ai envie de dire. Non, mais ceci dit, il y a ce genre de questions qui est intéressante. Par exemple, imaginez que vraiment parmi les tâches auquel un être humain est meilleur qu'un autre, une intelligence serait meilleure que nous, c'est par exemple, à partir d'une idée de roman, écrire un roman. Voilà, moi, si j'ai une idée de roman, je vais passer un an dessus et je vais en tirer un roman. Imaginez que vous puissiez donner cette idée, des indications de style, peut-être même s'inspirer de votre propre style, quelque chose comme ça, et ça produirait un roman. Voilà, un roman tel que vous l'auriez écrit d'une certaine façon, en tout cas assez ressemblant, et peut-être même bien meilleur que ce que vous auriez fait. Vous pouvez peut-être régler la qualité. Et est-ce qu'on continuerait d'écrire des romans en tant qu'être humain? Je pense que ce serait un petit peu de la même façon que on continue de courir alors qu'on peut prendre la voiture juste parce que c'est agréable quelque part. De la même façon, peut-être vous pourriez avoir envie
d'écrire un roman vous-même, même si bon, c'est un petit peu old school de faire ça, parce que objectivement, si vous vouliez juste avoir le roman écrit, vous pourriez utiliser une machine adéquate. Mais voilà, pourquoi pas le faire, parce que c'est agréable de l'écrire. C'est un petit peu la même chose. Là. Finalement, ce serait pas mieux de détacher une super intelligence des... Ah, ok. Et finalement, ce serait pas mieux de détacher en fait les objectifs finaux d'une super intelligence des objectifs qui sont directement liés au bien-être de l'humanité, parce que si on y réfléchit, si on a envie de maximiser le bonheur de l'humanité, on a envie aussi de réduire le malheur. Enfin, ça paraît logique. Puis si on a envie de réduire le malheur des gens, ben, on pourrait tous les tuer. Il faut que ce soit clair que le bonheur est une donnée positive dans tout ça et à la limite que le malheur n'est pas une donnée, une donnée nulle et que le bonheur est une donnée positive, ouais, effectivement. Mais justement, typiquement, je pense qu'on comprend très mal comment est-ce qu'on quantifie, même dans une espèce d'utilitarisme un peu primaire, un peu voilà, schématique. C'est très complexe comment est-ce qu'on quantifie des quantités de bonheur pour faire des calculs utilitaristes. Je pense que clairement, je suis pas très bon, je pense que les êtres humains sont pas très bons pour comprendre comment est-ce qu'ils font ces raisonnements-là. Voilà. Et je pense qu'il ne faudrait pas essayer d'implémenter l'utilitarisme dans une machine, ce serait la pire des choses, très clairement. On est d'accord? Alors attendez, voilà. Ma question c'est, si l'humanité venait à disparaître à cause d'une IA, est-ce que vu que l'IA est une création de l'homme, elle serait finalement la continuation de l'espèce humaine? Oui. Pourquoi pas? Oui. Si je n'ai pas vraiment répondu à cette question, c'est qu'elle me semblait dépendre avant tout d'une définition de ce qu'on appellerait continuité ou continuation de l'espèce humaine. Et ce serait donc davantage une question sémantique qu'autre chose. J'aurais sans doute dû demander une reformulation pour avoir une question plus claire, mais sur le coup je n'y ai pas pensé et j'en suis désolé. Pour essayer de répondre après coup, je pourrais dire qu'une telle IA serait clairement la continuation de l'espèce humaine au sens où elle a été créée par l'espèce humaine, mais évidemment sur le plan des valeurs et de la représentation du monde, elle pourrait ne pas du tout l'être, comme par exemple l'IA créatrice de trombone de Nick Bostrom. Pour dire la chose autrement, ça me paraît aussi étrange et indéterminé comme question que de demander si l'espèce humaine est la continuation ou non des premiers organismes vivants. Merci pour cette conférence déjà, et ma question ce serait, est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de fusion de l'être humain avec la superintelligence, dans le sens où intégrer nos buts finaux à une superintelligence afin d'avoir les outils superintelligents à la réalisation de nos propres volontés en fait, une sorte de continuation de l'homme dans la superintelligence? Je préfère pas répondre à ce genre de questions, c'est vraiment trop de la science-fiction et je suis pas du tout compétent pour répondre à cette question mieux qu'un autre, très clairement. Voilà. Je sais pas si tu as envie de dire quelque chose sur ce genre de sujet, j'ai envie de dire... Voilà. Essayons de limiter le degré de craziness de tout ça. il y en a déjà suffisamment, donc voilà. Alors, ouais, encore merci pour la conférence. Et alors, c'est une question, la super-intelligence, est-ce qu'on va s'en servir plutôt comme un outil? Puisque bon, apparemment, on n'est vraiment pas si intelligent que ça. Est-ce qu'on va juste s'en servir comme un outil d'optimisation? Ou est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir en faire autre chose? Au-delà juste de gérer des chiffres ou, Alors en fait, il y a même tout un passage de Nick Bostrom sur cette idée-là, l'idée de, au fond, ça serait pas dangereux si c'était juste un outil. Et en fait, c'est très difficile d'établir une distinction entre une intelligence qui serait juste un outil et une intelligence qui dispose... Enfin, parce que si c'est juste un outil qu'on peut vraiment prévoir totalement de quelle façon elle va atteindre les objectifs qu'on lui donne, pour lesquels on l'utilise comme outil, on n'est pas face à une super intelligence. Si on comprend ce qui se passe, en somme, c'est qu'on n'est pas face à une super intelligence, ce serait ça l'idée. Donc il faut accepter que si on est fait face à une super intelligence, l'utiliser comme un outil, c'est accepter qu'à un moment donné, ce qui va se passer dedans, on n'en a aucune idée. Et voilà, je pense qu'à ce moment-là, c'est plus vraiment ce qu'on appelle un outil à ce moment-là. Il y a une dimension de créativité, au sens vraiment que nous-mêmes n'aurions pas pu trouver la méthode par laquelle cet outil va atteindre l'objectif qu'on lui donne. Et à partir du moment où on a ça, je ne sais pas si parler d'outils est vraiment pertinent. Ça semble bizarre de parler d'outils à ce moment-là.
Merci déjà pour cette conférence. Ensuite, je vois que vous n'êtes pas expert de science-fiction, mais je me demandais un petit peu sur les questions philosophiques. Parce que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas l'annihilation physique de l'espèce humaine par une IA, mais plutôt l'annihilation de l'esprit humain. Parce que si on repose tout le potentiel intellectuel sur une IA, est-ce qu'on risquerait pas de perdre nous-mêmes ce potentiel-là en se reposant juste sur cette IA et de perdre cet esprit humain et rentrer dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'idiocratie, parce qu'on perdrait cette créativité, ce qui fait l'essence humaine, donc la créativité humaine, et on finirait par s'annihiler nous-mêmes, mais pas physiquement, mais plutôt dans le domaine de l'esprit. Est-ce que ce ne serait pas une possibilité aussi, autant que l'apocalypse présupposée par Bostrom? Juste pour reprendre l'exemple que j'avais déjà développé, parce que du coup ça répond bien, imaginez qu'on ait un logiciel qui soit capable d'écrire des romans mieux qu'un être humain, vraiment sur le modèle que j'ai présenté tout à l'heure. Vous pouvez dire c'est une perte, parce que du coup les êtres humains vont plus le faire, vont plus écrire de romans parce qu'il n'y a plus d'intérêt. C'est possible que ça diminue fortement. On peut aussi se dire que d'un autre côté, il y aurait sans doute bien plus de bons romans qui seraient écrits de cette façon-là. Certainement, mais qu'en est-il de l'humanité? Parce que ces romans-là ne feront pas partie de l'humanité, mais d'une super-intelligence qui est complètement artificielle. Qu'en est-il du reste de l'humanité et qu'en est-il du développement de cette humanité-là? Comparé au développement de... Aujourd'hui, on n'a pas le choix. De toute façon, si on veut qu'il y ait des bons romans, on est obligé d'avoir des écrivains qui les écrivent et qui passent leur vie à ça. Ça augmente, au contraire, la possibilité pour des personnes pour qui c'est important d'écrire des romans, et pour des personnes pour qui c'est important d'en lire. Sauf si on part du principe que forcément, si c'est écrit par une machine, ça a moins de valeur, forcément. Mais si vous enlevez cette hypothèse-là, il n'y a pas de raison, surtout si on se focalise juste sur ce cas très précis, il n'y a pas de raison de supposer que l'existence d'un tel logiciel serait, je sais pas, une catastrophe pour la littérature. En fait, si vous réfléchissez bien, genre, si là, maintenant, il y en avait un, ce ne serait pas une catastrophe pour la littérature, ce serait en fait assez formidable, quelque part. De la même façon, ce serait un peu similaire au fait d'avoir un programme qui joue extraordinairement bien au Go. Ce n'est pas une catastrophe pour le Go, en réalité. C'est plutôt... en fait, les joueurs de Go ont plutôt globalement bien accueilli ça, parce qu'ils y voyaient l'occasion de voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues, en fait. Il y a aussi ça, il pourrait envisager l'idée qu'il y ait une créativité qui est propre justement à cet ordre-là de choses. Faire face à des joueurs de Go de très haut niveau artificiel, je pense que c'est plutôt quelque chose par exemple qui excite intellectuellement les joueurs de Go, plutôt que l'inverse. Ils ne se disent pas c'est bon, le jeu de Go est mort. Je ne vois pas pourquoi en fait, dans d'autres disciplines disons, intellectuelles, il n'y en aurait pas de même quelque part. Je serais très curieux de lire le meilleur roman qu'une IA serait capable d'écrire. Aujourd'hui, ils écrivent des scénarios, mais c'est pas très bon. Mais voilà, ça serait intellectuellement intéressant aussi, quelque part. Oui. Alors tout d'abord, merci Thibaut d'être venu ici à Lausanne pour cette conférence très intéressante. Vous développez... dans la seconde partie de cette conférence, vous développez tout un raisonnement pour nous expliquer qu'une super intelligence artificielle, donc de type IA, pourrait être potentiellement une menace pour l'humanité. Mais dans la première partie de cette même conférence, vous nous expliquez qu'une intelligence collective, une intelligence sociale, pourrait être une forme de super intelligence bizarre. Donc oui. J'en viens à ma question. On peut quand même se poser la question si une super intelligence de ce type pourrait pas être une menace aussi pour l'humanité. Oui, ça me fait penser que j'ai oublié de dire un truc. C'est bien. Justement, ça doit être par là. J'avais noté cette chose-là qui est que la superintelligence sociale, elle est particulière par rapport à la superintelligence artificielle parce que, notamment, on a que chaque objectif intermédiaire dans la réalisation d'un objectif par cette superintelligence sociale est réalisé par un être humain particulier. Il y a beaucoup moins ce risque, ce problème des objectifs instrumentaux, il est beaucoup moins...
il peut quand même se poser, je pense. Effectivement, ça peut être une crainte légitime aussi. Mais il est très limité par ceci, par le fait que finalement, c'est une somme d'actions humaines, donc les êtres humains ne feraient pas n'importe quoi. À un moment donné, il n'y a pas par erreur, parce que voilà, ça permet d'envoyer les gens sur la Lune, quelqu'un qui éradiquerait toute l'espèce humaine, dit, mais moi j'avais comme but d'aller sur la Lune. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens, justement parce qu'on a ça. Donc c'est une des différences avec cette super intelligence artificielle, qui est que c'est une somme d'actions humaines qui produit, voilà, dans une coordination assez folle, qui produit cette super intelligence. Et le fait que ce soit des actions humaines, ça limite tout de même pas mal le risque. Alors moi je vais parler de ce qu'elle a parlé, de l'annihilation de l'intellect humain, VS l'exemple du roman. C'est au final, j'ai l'impression que c'est un choix, et je me demande qui doit prendre ce choix, comment être sûr de ce choix, qu'on veut continuer dans l'intelligence artificielle, et si on prend le choix de oui ou non, doit-on vraiment abandonner? Enfin, c'est vraiment la question du choix, c'est à quel moment... À quel moment on ferait le choix qui doit le faire? Pourquoi? Et le roman et l'annihilation de l'intellect, au final, c'est vraiment, on doit choisir ou pas de continuer dans l'intelligence artificielle et tout. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui choisit, genre, vraiment le comité des gens qui décident. Non, bien sûr, justement. Et justement, oui, c'est un problème, c'est le fait qu'on n'a pas le sentiment qu'il y ait quelque chose comme un comité de gens qui vont décider. Bon, finalement, on arrête. En fait, ça n'a vraiment pas de sens. Ça paraîtra assez fou qu'on décide, cessons les recherches d'améliorer toute forme d'intelligence artificielle de peur de quelque chose dans ce goût-là. Ça paraîtrait fou, donc d'une certaine façon, le choix, en tout cas le choix de poursuivre ou non dans ces recherches-là, clairement, n'appartient à personne. Personne ne peut le prendre et personne ne l'a pris non plus. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, t'as envie de réagir sur ça? C'est juste pour conclure. Je suis sûr que t'as envie de réagir sur ça. C'est toi qui fais une sélection. Non, mais là, j'ai juste envie de conclure. Je pense qu'on va applaudir à nouveau Thibaut et le remercier. Et merci à vous d'être venus. Pour ceux qui sont sur YouTube, rejoignez-nous sur Axiom dans une demi-heure ou tout à l'heure. Merci. Ça tourne toujours là? Ouais, ça tourne toujours. Je me demandais pourquoi on t'entend encore.